Blog, qui est un journal participatif et associatif, vous remercie de votre venue. Je vais laisser Dylan Munoz commencer le débat. Bon, pour commencer, on sait tous que le premier week-end de mai a vu Emmanuel Macron devenir président de la République. Le 11 et le 18 juin, il y aura les tours des législatives où les Français vont... Bonjour, Monsieur Poncet. Les Français vont choisir entre donner une majorité à Emmanuel Macron ou bien donner un contre-pouvoir. Alors, je vais commencer par présenter les candidats, faire un tour de table. Alors, à ma droite, j'ai Madame Béatrice Vessillier de l'Europe Écologie Les Verts. J'ai Madame Camille Chauchat de NPA. À ma gauche, j'ai Madame Emmanuelle Aziza de Les Républicains. À sa gauche, j'ai Laurent Legendre de France Insoumise. À sa gauche du Front National, Monsieur Stéphane Poncet. Encore à gauche de l'UDI, j'ai Hervé Morel. C'est bon qu'il y ait l'investiture. Je suis centriste indépendant pour UDI. J'ai la double investiture. D'accord, excusez-moi. Ouais. D'accord. Ok, bon, Madame Aziza qui a la double investiture UDI Les Républicains. Et j'ai Monsieur Suarez du Parti communiste français. Et j'ai Madame Claire Lenné de la Lutte ouvrière. Donc on va commencer le premier débat qui se trouve être le plus important pour nous, qui va être l'éducation. Alors une éducation où on voit que pendant le quinquennat, les écoles d'éducation ont été menées à beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup d'affrontements entre la majorité et les autres partis. Et on va annoncer d'abord les deux points importants, ce qui est la surcharge des classes, et le deuxième, c'est l'aménagement possible ou impossible des horaires scolaires pour les familles. Donc on va commencer par la surcharge des classes avec Inès. Donc, concernant ce premier point, on remarque que depuis les années 2000, la croissance démographique, surtout chez les jeunes, fait que les classes aujourd'hui dans les collèges ou dans les lycées sont vraiment très surchargées. Ça peut aller de 35 jusqu'à 45 élèves selon les villes, les classes ou encore les filières. Donc on se demande aujourd'hui comment faire justement pour libérer ces professeurs qui sont eux aussi surchargés dans ces classes. Donc même si beaucoup d'emplois pour ces enseignants ont été créés, que faut-il faire ? Faut-il mettre plusieurs professeurs sur ces classes ? Faut-il faire de nouvelles écoles ? Faut-il faire de nouvelles filières ou de nouvelles classes ? Mathieu Suarez du PCF, nous allons vous laisser commencer et vous laisser prendre le micro. Je vous remercie. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Moi je suis conseiller municipal en charge de la réussite éducative à Villeurbanne, et à ce titre-là c'est vrai qu'on est extrêmement concerné par cette problématique de croissance démographique scolaire. Nous sur notre ville, c'est à peu près 90 classes qu'on doit ouvrir sur les 4-5 années qui vont arriver, donc on est vraiment concerné par ce problème-là. C'est-à-dire que là, moi je vous parle du point de vue d'un conseiller municipal, donc du côté ville, où nous on a cette charge, parce que c'est la ville qui ouvre les classes, qui construit les écoles, etc. Encore faut-il que cette ville ait les moyens. Et là on tombe sur la question de la dotation que l'État donne, vous savez, la dotation de fonctionnement que l'État doit fournir aux communes. Ça c'est une part des choses. Et l'autre côté, il faut qu'on ait il faut que l'État suive, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale doit suivre en fournissant à la fois suffisamment d'enseignants, de personnel, avec aussi tout l'arrière, l'arrière qui est la dimension administrative, les inspecteurs, les administratifs du rectorat, etc. Moi, il me semble que c'est là-dessus qu'il faut qu'on accentue, c'est-à-dire que la question des moyens qui sont donnés à l'éducation nationale, et notamment l'embauche d'enseignants. On nous avait dit qu'il nous fallait 60 000 enseignants sur l'ensemble du mandat. On a presque réussi, enfin je sais qu'en tout cas le gouvernement a presque réussi, mais ça suffit à peine à rattraper les 10 années précédentes de suppression de fonctionnaires, notamment dans l'éducation nationale. Donc voilà, moi je pense qu'il y a cette question-là primordiale qui est d'embaucher massivement les enseignants, et donc la question centrale de la formation des enseignants en réinventant une formation, une formation des enseignants plus poussée, qui soit pas justement qui
des IUFM de manière un peu plus perfectible, quoi. Voilà. Donc nous, on est un peu là-dessus au niveau des communistes. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je sais pas combien de temps on a pour répondre à l'ensemble des questions. Je vais peut-être laisser la parole aux autres. C'est ouvert. Merci. Je pense qu'on est tous autour de cette table d'accord pour dire que l'école, c'est quand même le pilier de notre République et c'est le meilleur moyen, à mon sens, de rompre les inégalités. Mathieu Suarez a parlé de Villeurbanne. Moi, je vais vous parler un peu de local. On a le même maire depuis 2001. On a eu une explosion démographique sur Villeurbanne qui était annoncée. Et on a un manque d'anticipation sur la commune de Villeurbanne de la gestion de cette démographie croissante. Je suis également conseillère municipale d'opposition et quand j'ai accédé à ce mandat, j'ai eu la chance d'être conseillère municipale, j'avais 20 ans. Et c'est l'une des premières choses que j'ai dénoncées au conseil municipal. On a très souvent, et moi et les autres membres de l'opposition d'ailleurs, on a très souvent interpellé la majorité socialiste sur ce problème. Attention, on a une chance à Villeurbanne d'avoir une démographie grandissante. Mais il faut que la mairie puisse prévoir les conséquences de cette démographie. On a eu un manque d'anticipation tel qu'aujourd'hui, à Villeurbanne, on a créé des écoles provisoires, on a créé des algécos, on a des gamins qui doivent partir manger à la cantine dans d'autres établissements. Moi, j'ai rencontré de nombreux parents d'élèves, des enseignants. Tous se plaignent des conditions dans lesquelles ils exercent leur métier. Et c'est vrai qu'ils sont dans des difficultés qui sont grandissantes. Et je pense qu'il faut régler. Alors, au niveau national, on a, je parle pas que dans les écoles primaires, mais on a eu un système, c'était celui de dire, bon, on va annuler le redoublement, ça va permettre de désengorger les classes, et ça permettra de faire des places. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Un enfant, malheureusement, qui a des difficultés scolaires, alors, il y a plusieurs solutions pour l'aider. Il faut qu'il y ait de la pédagogie, il faut qu'il y ait du soutien scolaire, mais s'il doit redoubler, il faut qu'il redouble. Parce que s'il arrive au collège, voire au lycée, c'est un enfant qui est en décrochage scolaire. Vous proposez quoi comme solution? Moi, je veux alors dire, directement c'est très simple. Pour moi, la question des classes surchargées, c'est il faut anticiper. Il faut construire des écoles. Il faut que les municipalités prennent leurs responsabilités. Alors bien sûr, il faut des moyens, ça, je rejoins Mathieu Suarez, mais je crois que l'ensemble des problématiques qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une question de moyens. Donc évidemment, il faut qu'il y ait une impulsion du gouvernement pour débloquer des moyens supplémentaires. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. La population de Villeurbanne a augmenté de 23 000 habitants en 16 ans. C'est un vrai sujet, mais je crois que dans un débat de législative, il faut se poser la question de la place de l'éducation nationale dans la politique du nouveau gouvernement. Donc, c'est une question d'école au niveau municipal, effectivement, mais c'est aussi une question des moyens humains et financiers que va consacrer le gouvernement à cette priorité que doit être l'éducation nationale. Il y a eu effectivement des créations de postes et qui permettent de résoudre une partie des problèmes de classes surchargées. Les classes surchargées, je pense que ce n'est pas le seul problème des difficultés scolaires d'un certain nombre d'enfants. Donc, évidemment, il faut différencier les différents établissements parce que 35 élèves dans un lycée du 6e, c'est pas pareil que 35 élèves à Villeurbanne-Saint-Jean. Donc évidemment, il faut différencier les établissements et proportionner, c'est notre proposition, les dotations des établissements aux difficultés sociales des élèves. Parce qu'on sait bien que, effectivement, avec certains élèves, il vaut mieux des classes de 12 ou de 15 que des classes de 35. Mais ce n'est pas le seul problème. Je pense qu'il faut aussi favoriser les innovations pédagogiques. Quand on sait qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale reçoit chaque semaine des demandes d'ouverture d'écoles privées qui ont envie de faire des projets pédagogiques innovants parce que l'éducation nationale, elle, n'est pas capable d'avoir des innovations, des pédagogies différenciées selon les différents types de publics. Et on sait aujourd'hui que c'est important pour certains élèves qui ne peuvent pas bien suivre avec une pédagogie classique. Donc, du coup, innovation pédagogique. Et puis,
Sur le décrochage scolaire, il y a eu des avancées. En effet, on est passé de 160 000 à 100 000 décrocheurs scolaires par an sous le gouvernement qui vient de s'achever aujourd'hui. N'empêche que quant à la région Rhône-Alpes, on avait un vice-président à la formation professionnelle qui avait réservé 2 millions d'euros pour aider les structures à lutter contre le décrochage scolaire, les associations, faire une action dans ce sens-là. Le nouveau président de la région, les Républicains, flèche ces 2 millions d'euros sur la méritocratie, les étudiants, les élèves qui ont très bien, mention très bien ou bien au bac. On n'est plus dans la lutte contre le décrochage scolaire et l'objectif de réussite pour tous. Or, ça doit être ça, la priorité aujourd'hui de l'éducation nationale, pour la réussite de chaque enfant, quelle que soit son origine sociale et son lieu de résidence. Monsieur Morel, vous voulez prendre la parole ensuite ? Donc, effectivement, je suis plutôt d'accord à ce que vient de dire Béatrice Vessillier. Le problème national est effectivement l'inefficacité du système scolaire français. Je pondérais en termes de moyens, bien sûr qu'il faut toujours plus de moyens, mais la France est un des pays qui en Europe donne le plus de moyens et qui n'a pas des réussites bonnes, donc il y a surtout un problème d'efficacité. Je suis un petit peu d'accord, et je cite l'exemple des free schools, donc des écoles indépendantes qui existent dans le système anglo-saxon, qui ont des réussites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'autonomie au niveau pédagogique. Et donc moi, je pense que une des mesures pour être plus efficace, c'est d'avoir davantage d'autonomie pour les enseignants sur le programme à enseigner, parce que quand on est dans un quartier difficile, on n'a pas forcément le même besoin, et l'autonomie des établissements, justement, pour pouvoir, par exemple, aider des élèves en difficulté. Je cite l'exemple de la Finlande, où on ne redouble pas, mais qui marche relativement bien, parce que dès qu'on a un élève en difficulté, on met vraiment des moyens sur ces élèves en difficulté pour les aider. Et puis, dernier point de mon intervention, effectivement, l'éducation, c'est le volet d'équilibre d'un pays, l'ascenseur social. Je vais citer mon cas. Moi, je suis né dans un quartier difficile, à Reims, le quartier d'Orgeval, parents modestes, et l'État m'a payé des études supérieures. Et donc, moi, j'ai profité de l'éducation nationale. Malheureusement, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut absolument améliorer le système éducatif, et je pense que l'autonomie est une bonne solution. Nous allons laisser parler Madame Chauchat qui voulait s'exprimer à ce sujet. Alors pour le coup, l'éducation à Villeurbanne, c'est un sujet que je connais très bien dans la mesure où je suis enseignante au collège du Tonkin à Villeurbanne. Alors je trouve que Madame Aziza a quand même beau jeu de se placer en opposition aux politiques qui ont été menées par le gouvernement Hollande, parce que ça soit sous le gouvernement Sarkozy, sous le gouvernement Hollande, le problème des effectifs dans les classes, ça fait longtemps qu'il se fait ressentir. Et nous, on le sent particulièrement à Villeurbanne parce que il y a eu un mouvement des collèges depuis le mois de janvier, là, depuis qu'on nous a annoncé les moyens pour la rentrée prochaine. C'est-à-dire que le collège Maurice Leroux, le collège Jean Massé, et puis mon collège, le collège du Tonkin, on a fait des grèves, on a fait des pétitions, parce que justement, on nous promet pour la rentrée prochaine une sorte de désastre, plus de 30 élèves par classe, c'est-à-dire qu'on dépasse les seuils légaux. On nous dit que les élèves handicapés qui sont en inclusion dans les classes, ils comptent pour des demi-élèves. Alors je sais pas dans quel gouvernement ça compte pour des demi-élèves, mais il paraît que c'est une victoire parce que c'est le gouvernement Hollande qui a fait ça. Avant, c'est depuis 3 ans. Avant, ça comptait pour 0 élèves dans les effectifs de classe de référence, les élèves handicapés. Donc voilà à quel problème sont confrontés les enseignants et les élèves. On parle de faire de la pédagogie différenciée pour faire réussir les élèves. Pourquoi pas, oui. Mais alors seulement pour ça, on peut pas le faire à plus de 30 élèves par classe. Et puis ensuite, je suis désolé, mais l'ascenseur social, on sait très bien que la reproduction sociale, c'est une réalité, que les élèves du quartier du Tonkin, du quartier Saint-Jean, ces élèves-là, ils n'ont pas les mêmes chances que bien d'autres enfants privilégiés. Et l'éducation ne peut malheureusement pas résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, ce qu'ont fait tous les gouvernements précédents, ça a été d'enfoncer des coins sur l'éducation, qui se retrouvent vraiment en difficulté au niveau du nombre de postes et au niveau de la prise en charge des élèves par un manque de moyens. Monsieur Legendre. Ouais, donc bonjour tout le monde, moi je suis Laurent Legendre, le candidat de la France Insoumise, et le travail qu'a fait la France Insoumise avec la production du programme L'Avenir en commun, c'est un travail détaillé avec des livrets programmatiques, et notamment le livret sur l'éducation, l'école de l'égalité et de l'émancipation.
C'est sûr qu'aujourd'hui, la priorité doit être mise sur la jeunesse et l'émancipation de la personne humaine, et que c'est par l'école publique qu'on arrivera à créer un vivre ensemble. Donc la priorité, c'est de remettre des moyens. Nous, l'objectif, c'est d'avoir en maternelle, en primaire, 20 élèves par classe et 25 dans les lycées. Il y a une nécessité de remettre, effectivement, des embauches nouvelles des professeurs et aussi de revaloriser ce métier. On propose, nous, d'augmenter de 7% le point d'indice qui a été gelé entre 2010 et 2016. Parce qu'il y a un problème aussi sur le recrutement des professeurs aujourd'hui, parce que nous demandons maintenant un bac plus 5, qui fait qu'il y a peut-être une désaffection par rapport à ce métier, par rapport à la difficulté quotidienne que vivent les profs aujourd'hui. Alors après, je ne vais pas revenir sur la situation particulière de Villeurbanne, parce que c'est clair que là, on est vraiment très en retard par rapport aux équipements. Tout le monde l'a déjà dit. Le collège Maurice Leroux, qui se voit amputé de sa cour de récréation et de ses équipements sportifs pour mettre une école préfiguratrice des Algeco, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mairie est à la bourre. Enfin, c'est tout simplement ça, quoi. On a l'école Émile Zola qui voit aussi s'accroître le nombre d'élèves. Et il y a des équipements de salles informatiques, de salles de sieste, etc., qui petit à petit sont transformés en classes. Et du coup, les solutions nationales que propose l'Avenir en commun et la France insoumise, c'est vraiment de stopper la fuite vers le privé, puisqu'on peut se demander quelque part s'il n'y a pas une volonté de détruire petit à petit l'école publique pour aller vers une forme d'école privée, et que y compris on voit fleurir un peu partout les écoles Montessori, les écoles Freinet, etc. Et bien que ces pédagogies-là, elles doivent rentrer dans l'école publique, elles ne doivent pas être réservées à des personnes qui ont les moyens d'offrir des pédagogies nouvelles à leurs enfants. Madame Lenné ou Monsieur Poncet, un commentaire? Moi, je suis d'accord sur tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'à Villeurbanne, il y a un énorme retard en fait dans la construction d'établissements scolaires. C'était uniquement pour des raisons d'affichage en 2014. Il faut être le meilleur gestionnaire. Donc on a sacrifié effectivement les équipements scolaires. Et là, on a l'impression qu'effectivement, d'une course, on essaye de rattraper son retard. Ah oui, excusez-moi. J'ai l'habitude de parler sans... Donc de rattraper ce retard. Mais il n'y a pas qu'à mon avis que la construction des groupes scolaires. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, dans ce qu'on peut lire un peu partout, dans des ouvrages sur l'école ou dans la presse, c'est qu'effectivement, on constate une fuite vers le privé, et pas des milieux toujours les plus favorisés, eux, ils l'ont toujours fait. Il n'y a qu'à regarder le nombre d'élus, même socialistes, qui mettent leurs enfants dans l'école privée. Là, on a même une fuite des couches les plus populaires, des couches moyennes ou populaires, qui veulent absolument mettre leurs enfants dans l'école privée. C'est donc qu'il y a aussi un problème à l'intérieur de l'école publique. Et moi, j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, l'école publique, elle est en train d'être nivelée vers le bas. Alors, ce qui explique qu'on n'a pas d'ascenseur social. Parce que tous ceux qui se préoccupent un peu de l'avenir de leurs enfants, ben oui, ils vont se faire des sacrifices pour les mettre dans le privé. Moi, je vais rappeler quand même que l'école, elle a vocation à former des citoyens. Pas amuser les élèves, pas faire de certaines pédagogies. Elle doit avant tout former des citoyens. Donc, ça inclut le respect des maîtres, l'enseignement des fondamentaux. Et ça, j'ai l'impression que, notamment avec ce qu'on vient de vivre avec Madame Najat Belkacem, là, on n'est plus du tout dans ça. On est dans une autre type d'école, ce qui explique, voilà, la fuite qu'on a. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'école, elle est vraiment complètement naufragée. Et effectivement, elle nécessiterait un chantier de restauration du gouvernement qui va arriver. Parce que j'ai entendu que M. Macron avait aussi pas mal de critiques par rapport à ce qui venait d'être fait par l'ancienne ministre. Donc moi, je pense qu'effectivement, ça doit être une des priorités de la République, là, d'intervenir. Parce qu'on voit, moi j'ai des témoignages de parents, il y a tout de même des choses dans l'école républicaine qu'on ne doit pas accepter. Madame Lenné? Bon, je crois que tout le monde dit oui, il faut plus de moyens. Ce que je constate, moi, c'est que la dégradation de la situation dans les écoles, elle est dramatique, et c'est le bilan de tous les gouvernements qui se sont succédés. Hollande a recréé des emplois, mais pas autant par rapport à la casse que Sarkozy avait fait. Donc, Madame Aziza, quand vous pouvez dire ce que vous voulez, votre gouvernement, votre parti, il a été complice de cette casse de l'école. Et c'est en raison d'un choix que les gouvernements ont fait. Et avec Macron, ça sera la même chose. C'est un choix de consacrer l'argent public à arroser les actionnaires, à arroser les grandes entreprises,
et au détriment de tous les services publics. Et effectivement, il faut embaucher des profs, il faut embaucher des auxiliaires de vie, il faut construire des écoles, et pour ça, il faut mettre les moyens. Et les moyens, eh bien, c'est en consacrant effectivement l'argent public. Et je pense que on peut pas attendre ça. C'est pas les futurs députés, c'est pas le gouvernement qui a été élu qui va le faire. Hein, et donc il faut que la population se prépare à défendre ses intérêts par la mobilisation, comme effectivement tu as parlé. Oui, effectivement, c'est ce chemin-là qu'il faudra prendre. Il faudra se mobiliser pour contraindre le gouvernement à mettre le paquet, à mettre les moyens, parce que c'est pas une question de pédagogie où effectivement il faut baisser les effectifs, effectivement il faut consacrer les moyens, et pour ça il faudra prendre l'argent là où il est, arrêter de dilapider les fonds publics. Court, il nous faudrait une journée pour débattre de tout ce que vous voulez dire. On va parler. Le second point, c'est l'aménagement des horaires scolaires pour les familles. En fait, on s'est rendu compte avec des enquêtes de terrain que les parents étaient, pour la très grande majorité, si ce n'est tous, en galère le matin pour ramener les enfants à l'école, parce que soit ils n'avaient pas les moyens de se payer une crèche ou qu'ils n'en trouvaient pas, soit que les horaires du travail faisaient qu'ils couraient dans tous les sens. Alors les questions qui se posent, est-ce que les entreprises ne devraient pas aménager les horaires pour les parents pour qu'ils puissent amener les enfants? Est-ce que l'entreprise ne devrait pas donner une subvention à la famille, aux parents, pour qu'ils puissent se permettre de se payer une babysitter ou une crèche? Est-ce que l'entreprise ne pourrait pas bénéficier d'une aide de l'État pour pouvoir aider les enfants? C'est des idées qui nous passent par la tête, qu'on retrouve dans les témoignages de tout le monde. Donc on voulait savoir ce que vous en pensiez, vous. Oui, là aussi, on a vu la réforme des rythmes scolaires, parce que le gouvernement il voulait absolument avoir sa réforme, et donc il a fait une réforme à l'économie, même en mettant absolument pas les moyens qui étaient nécessaires. Bien sûr que l'école, elle pourrait accueillir les enfants plus tôt le matin, et puis aussi leur permettre de rester plus longtemps le soir, pour que les parents ne peuvent pas venir les chercher tout de suite, mais à condition de mettre en place des vraies activités, de mettre les vrais moyens pour que ce ne soit pas de la garderie qu'on fasse, mais que les enfants puissent attendre, soient occupés de façon utile. Mais c'est aussi la question de la journée de travail. Je pense que si les parents ils sont dans cette difficulté, c'est aussi parce que les horaires de travail sont souvent beaucoup trop longs, ou même des fois pas longs, mais étalés dans la journée. Ce qui fait que, oui, moi je pense que ça, c'est aussi une question qui se résoudrait si on réduisait le temps de travail pour tout le monde, de façon à ce que les enfants ils puissent plus profiter de leurs parents, et que les familles soient que les parents puissent récupérer leurs enfants plus facilement. Nous allons laisser Madame Chauchat s'exprimer ensuite. Alors je ne vais faire qu'appuyer ce qu'a dit Madame Lenné, c'est-à-dire que concernant le temps de travail, c'est pas avec le gouvernement Macron que ça va s'arranger, dans la mesure où on sait que c'est le chantre de la flexibilité, avec les lois qui nous a pondu l'an dernier. Maintenant on peut travailler jusqu'à point d'heure, le travail le dimanche c'est plus facile, on peut travailler avec des horaires très très flexibles, tôt le matin, des pauses en journée, tard le soir, on peut travailler jusqu'à 12 heures d'affilée, et c'est le cas dans plein d'endroits, et du coup forcément cette flexibilisation du temps de vie des gens en fait, et surtout son adaptation au travail, ça nuit en effet à leur vie tout simplement, et à leur temps libre, et aussi donc au temps qu'ils ont à consacrer à leurs enfants, si bien même que parfois dans les familles on choisit carrément d'abandonner l'un des deux salaires pour pouvoir s'occuper des enfants, parce que il n'y a pas de service public de la petite enfance,
parce que souvent, le plus petit salaire des deux reste à la maison et ça fait une perte économique pour le ménage, tout simplement parce que on est obligé de garder les enfants parce que ça coûte trop cher de le faire dans le privé, parce que la petite enfance et puis la garde des enfants une fois qu'ils sont scolarisés, ça devrait être une prise en charge collective de la société. Il n'y a pas de raison pour que ça soit que ça repose juste sur les efforts des familles. Et créer un service public de la petite enfance, ça peut être une nécessité, et aussi d'un point de vue féministe, puisque tout simplement, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent obligées d'être à temps partiel ou comme ça, justement pour ces problèmes de garde d'enfants. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Donc, pour revenir effectivement sur le sujet des horaires, je pense que c'est fondamentalement lié effectivement au périscolaire. Je pense que le périscolaire et donc les rythmes scolaires adaptés comme on l'a réformé sont plutôt une bonne idée. Le problème, c'est qu'on a bâclé cette réforme, on n'a pas donné les moyens et on a précipité les choses. Donc, le périscolaire de qualité, il faut le faire. Ça coûte effectivement de l'argent. Ça coûte moins aux familles dans plein de pays, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays où le périscolaire est gratuit pour les familles modestes, ce qui n'est pas le cas en France, et donc qui a posé des problèmes aux familles qui déjà tiraient la langue. Alors, sur votre suggestion du rôle de l'entreprise, j'avais pas tout à fait compris ce sens en lisant votre texte. Donc c'est une bonne idée, il y a déjà des entreprises qui le font. Le problème, c'est que c'est seulement les grands groupes qui vont pouvoir faire ça. Les petites entreprises ne pourront pas se permettre de faire ça. Alors, il y a bien des crèches d'entreprises, mais donc il faut quand même une réflexion au niveau des communes pour organiser le périscolaire de qualité. Et c'est lié aussi à des réformes de fond, c'est-à-dire par exemple la place de l'éducation physique, il faut la mettre l'après-midi, comme dans la plupart des pays au monde, et ça, on a un petit peu précipité les choses, et il faut prendre en compte les déplacements des élèves, et là, on n'a aussi pas bien organisé les choses, et donc les parents doivent se débrouiller pour assurer les déplacements. Donc, finalement, je pense qu'il faut reprendre un petit peu, notamment la réforme du périscolaire, pour arriver à prendre en compte ces demandes des parents qui sont légitimes, parce que je crains que le monde étant ce qu'il est, il faut s'adapter effectivement à cette situation, et malheureusement, les parents ne peuvent plus assurer tout seuls l'arrivée des élèves avec des contraintes extrêmement sévères. Je vous remercie. Non, c'est vrai que on a tous un peu quelque part ce constat un peu de cette frustration autour de la réforme des rythmes scolaires, c'est-à-dire que moi je crois que c'était quand même une bonne question qui a été posée, une mauvaise réponse qui a été apportée à la fois par manque de moyens, également parce qu'on n'a pas poussé jusqu'au bout la question, c'est-à-dire en posant la question de manière nationale, mais en laissant le soin au mairie de bricoler un peu dans l'urgence, à la hâte, la meilleure manière de le faire, c'est-à-dire à la fois en termes d'horaire, vous voyez, de toute façon on a bien, ne serait-ce que chez nous, la différence entre Villeurbanne et Lyon qui sont limitrophes, on en a ces questions-là. Moi je défends toujours, et ça c'est notre proposition en tout cas à nous, c'est la question d'un grand service public de l'animation des loisirs, avec un statut de fonctionnaire d'État pour les animateurs, un recrutement, une formation adaptée et une revalorisation du métier d'animateur qui a été quand même extrêmement décrié, et notamment par ceux qui aujourd'hui disent qu'il faudrait revaloriser le périscolaire ici. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un enfant réussit ou non à l'école. Et la question déterminante, c'est quand même de l'inégalité d'accès aux loisirs. Cette question est là. Donc c'était ça la question qui nous est posée aujourd'hui à travers ce service public de l'animation. La question du rythme avant tout pour les enfants, c'est au service de qui on décide des rythmes scolaires. Aujourd'hui, il me semble qu'on reste à poser la question de comment adapter l'école à l'entreprise et non pas comment adapter les rythmes de l'entreprise à l'école. Et donc là-dessus, moi je suis d'accord avec mesdames qui ont parlé avant. C'est-à-dire que cette question-là de la réduction du temps de travail qui reste aujourd'hui une porte d'entrée essentielle à la question de la qualité de vie et de l'enfant et de la réussite à l'école. Voilà. Certaines choses qu'effectivement, moi, aujourd'hui, le constat, c'est qu'on voit que nombre de parents vivent effectivement cette réforme comme une contrainte. Même ils semblent pénalisés financièrement. Donc effectivement, ça
ça a mal été agencé. Et puis surtout, on n'a pas laissé, comme ça a été dit, aux maires la possibilité d'adapter leurs moyens, d'accepter ou pas, suivant leurs moyens aussi, cette réforme. Donc c'est un grand gafouillage, effectivement, et qui satisfait personne. Après, je suis quand même plus nuancé avec ce qui a été dit auparavant, effectivement, sur l'inégalité en fait liée à l'accès à d'autres activités annexes à l'école. Non, moi je pense que là, il ne faut pas se tromper. Hein. L'école aujourd'hui ne donne plus les fondamentaux, ne donne plus donc en fait aux élèves la capacité de s'élever. Monsieur Soares, moi j'étais au collège des Iris, mon père il était ouvrier, je crois qu'il n'a jamais ouvert un bouquin de sa vie. Moi je me suis élevé par l'école. Et chez moi il y avait que la télévision, hein. J'ai pas fait ni de musique ni rien. Voilà, donc c'est aussi... Mais l'école, à l'époque, enseignait des choses et vous permettait d'accéder, effectivement, il y avait une bibliothèque, des choses comme ça, choses importantes. Et voilà, qui d'ailleurs il faudrait à mon avis même étendre. Voilà, donc c'est pas que lié au rythme scolaire, hein, vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, en fait, c'est presque une question philosophique que vous posez, c'est de dire dans quelle société on veut vivre. Voilà, il a question la question du temps qu'on consacre aux familles, qu'on consacre aux loisirs, qu'on consacre au travail. C'est cet agencement-là qui est mis sur la table. Il y a des gains de productivité énormes depuis un siècle qui auraient dû nous libérer du temps pour que nous, les êtres humains, nous émancipions et nous libérions du travail. Et au contraire, on a l'impression qu'on est de plus en plus emprisonnés. Donc nous, là-dessus, on sera opposé, la France Insoumise, à la logique prônée par Monsieur Macron, et que on propose tout d'abord d'abroger la loi El Khomri et de revenir aux 35 heures réelles, ce qui n'est absolument pas le cas en France aujourd'hui. On est plutôt sur une moyenne de 39 heures, avec des gens qui font des heures supplémentaires, même pas majorées. Enfin, il faut voir comment ça se passe dans les entreprises aujourd'hui. On est en train de pousser les gens à travailler plus, ce qui fait qu'on a du chômage. Donc ça sera une réponse qu'on a rapportée tout à l'heure sur la question du chômage. Sur les rythmes, évidemment, on est plutôt sur repenser les rythmes de manière nationale pour qu'il n'y ait pas une précarisation des animateurs qui soient avec des contrats de travail courts, où on travaille 20 heures par semaine. Non, on veut des personnes qui soient formées et qui puissent vivre dignement de leur travail d'animateur, donc géré dans le cadre national. Je rajouterai pour finir une des propositions de la France Insoumise, c'est d'aller vers une cantine bio et gratuite pour tous les enfants. Ce qui, ça, pourrait libérer, je pense, une partie des parents de ce tracas, à la fois financier, et aussi d'avoir une éducation autour de l'alimentation. Donc il est possible, je pense, et ça amène à réfléchir à une filière d'agriculture biologique locale, d'aller créer des cantines bio dans les restaurations collectives des écoles. Oui. Moi, j'aime bien effectivement poser la question de notre rapport au temps. Parce que nos enfants tout petits, on les met dans notre rythme infernal de course après le temps dès qu'ils sont levés et jusqu'au moment où ils se couchent. Donc, il faut vraiment se reposer la question de notre rapport au temps et prendre un peu le temps de vivre. Une société écologique, c'est aussi un rapport au temps apaisé, me semble-t-il. Donc, le rythme de l'enfant, aujourd'hui, n'est pas suffisamment pris en compte. Même si la réforme des rythmes des rythmes scolaires, avait pour but de mieux le prendre en compte. En effet, sa mise en œuvre très inégale selon les communes, parce que très inégale au point de vue des moyens consacrés par les communes, ne pouvait pas en être autrement. Et moi, je suis très inquiète avec les projets de Macron concernant le choix par les communes à la rentrée, là, dans 2 mois, de revenir ou pas à la semaine de 4 jours. On a l'impression que c'est simplement pour faire des économies pour lui, parce qu'ajouter à la suppression de la taxe d'habitation, du coup, les communes n'auraient plus les aides de l'État et n'auraient même plus des impôts locaux pour mettre en place des activités périscolaires dignes de ce nom avec les animateurs formés. Donc très inquiétant. Je pense qu'au contraire, il faut aller au bout de cette réforme des rythmes pour faire en sorte que le rythme de l'enfant soit mieux pris en compte. Et si ça suppose de mettre du périscolaire
pour certaines familles, il faut le faire. Je pense aussi que les entreprises peuvent être mieux associées au dispositif. Alors, non pas en donnant des chèques pour faire garder les enfants plus tôt. Je pense qu'il faut plutôt jouer sur les horaires d'arrivée dans les entreprises. Et puis, je suis bien évidemment favorable au partage du temps de travail. Ça a été dit. Europe Écologie Les Verts milite pour la semaine de 32 heures. 32 heures, en effet, on a le temps d'être efficace en 32 heures à son travail et on a du temps pour se consacrer à ses enfants, à sa famille, à ses amis, à la vie publique, à la citoyenneté et avoir une activité sociale multiple. Donc, je crois qu'il faut permettre aux parents de ne pas sous-traiter tous les jours de la semaine l'éducation de leurs enfants aux uns et aux autres. Donc, il faut effectivement revoir le rythme global de notre société. Pareil, un mot sur la réforme des rythmes scolaires. C'est vrai que l'objectif à la base était louable. C'était de faire en sorte que les enfants soient davantage concentrés. Moi, la chose que je vois, le bilan d'abord sur le terrain, quand on rencontre de nombreuses familles, nous explique que les enfants sont épuisés. Parce qu'il faut savoir qu'une journée à Villeurbanne, ça commence à 8h30, ça finit à midi, ça reprend, ça finit à 15h45. Ensuite, vous avez un service assuré jusqu'à 16h30. Ensuite, vous avez le périscolaire. Et pour des parents qui travaillent et ne peuvent pas venir chercher leurs enfants, vous avez ensuite l'étude. Donc en fait, c'est des journées qui sont extrêmement lourdes pour les enfants. Moi, je suis effarée, mais vraiment, je suis comme beaucoup de candidats issus d'une famille de classe moyenne. Je dois tout à l'école. Je crois, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir l'ascenseur social qui a marché pour moi. Et je suis effarée aujourd'hui de voir que l'école publique n'est plus gratuite. L'école publique, aujourd'hui, pour moi, n'est plus gratuite. On a eu, durant ce quinquennat, une réforme scolaire qui a fait qu'aujourd'hui, l'école est payante. Et moi, ça, je le refuse. Je trouve que c'est scandaleux et j'espère que l'école va revenir à ce qu'elle était et ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une école pour tous, publique et gratuite. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est toujours les parents qui mettent la main au portefeuille. Voilà sur la réforme des rythmes scolaires. Tout le monde doit rajouter quelque chose, il reste 2 minutes. C'est tout bon? Je saisis l'occasion pour dire que il y a des études en neurosciences qui balbutient et qui commencent à prouver que l'être humain est un être de lien. C'est-à-dire c'est un être qui s'épanouit dans la coopération et dans l'interaction avec les autres. Et que nous devons, je pense, réfléchir tous à ça et d'arrêter dans une logique de compétition et de jugement en permanence, parce que nous nous épanouirons en tant qu'être humain que dans la coopération. Nous allons donc commencer avec le second thème, qui est celui de l'emploi. Celui qui sera sûrement le plus controversé, je pense. Oui. Donc, je disais qu'inverser la courbe du chômage est le challenge du gouvernement depuis 2012. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas forcément à savoir comment l'inverser, mais déjà à savoir s'il y a des moyens internes pour justement freiner sa croissance. Je laisse le premier point à Dylan Munoz. Alors, le premier point qu'on voudra aborder, c'est l'accès à l'emploi. Alors, on demande toujours aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs qui recherchent un emploi d'être toujours parfait, d'être responsable dans son travail, d'avoir toutes les capacités possibles et imaginables. Et surtout dans ce point, ce qui nous semble important de parler, c'était les discriminations dont sont victimes les jeunes et moins jeunes. Donc, on avait fait un sondage sur les réseaux sociaux où une grande partie de la population se trouve, pas tout le monde mais une grande partie, où on a pu noter par exemple 40% des personnes qui étaient discriminées selon leur genre, 20% selon leurs origines, 13% l'orientation sexuelle, 6,7% le handicap et la situation sociale. On a regardé les autres sondages, on est à peu près au même chiffre. Il y a des mesures qui ont été mises en place, par exemple pour les entreprises de minimum 20 employés, il faut un quota de 6% d'employés handicapés. On sait très bien qu'il y a des abus, qu'il y a
pas assez au sens de tout le monde, il n'y a pas assez comment dire, il n'y a pas assez de mesures qui sont prises pour venir en aide à ces victimes. Donc voilà, et donc comment on peut venir en aide, prévenir les entreprises, venir en aide aux victimes qui ont déjà été victimes de cette discrimination. Quelles sont vos envies, vos projets pour que ce soit plus possible. Madame Aziza, vous voulez intervenir? Alors c'est vrai que c'est un sujet assez vaste. Moi, j'ai eu à siéger lors de mon premier mandat en tant que conseillère municipale dans la commission discrimination. En effet, c'est un constat, il y a des discriminations à l'embauche liées à l'âge, au sexe, à l'origine, à l'handicap. Je vais vous dire, en qualité d'avocat, j'ai même eu à traiter un dossier d'un client qui était discriminé en fonction du lieu où il vivait. Donc, pour vous montrer à quel point c'est assez dramatique. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la discrimination à l'embauche, c'est un délit. C'est un délit. Alors, il faut qu'il soit sanctionné. Et c'est vrai que c'est toujours très compliqué parce qu'en réalité, les victimes de discrimination, malheureusement, n'osent pas toujours attaquer, sont un peu démunies parce qu'elles connaissent pas toujours également les moyens qu'elles ont à disposition. Donc évidemment, c'est quelque chose sur lequel il faut lutter. Vous avez de plus en plus maintenant de pratiques de testing qui se développent. Je me rappelle plus exactement de votre question, mais en tout cas, bien sûr, c'est un fléau qu'il faut combattre activement. Alors, ça peut passer par le renforcement des sanctions. Ça peut passer par une généralisation des testings et de toutes les mesures qui font que ce délit, et j'insiste là-dessus, soit sanctionné. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous dis, voilà, essayer de généraliser les pratiques visant à sanctionner. Et puis, alors j'irai même au-delà, pardon. De par mon métier, c'est vrai que j'ai souvent à faire avec la justice. Et je crois aussi qu'il va falloir remettre un peu d'autorité de la justice et faire en sorte qu'il y ait des vraies sanctions qui soient prononcées. Rétablir l'autorité de la justice, je pense que pour moi, c'est un point essentiel. Oui, cette question de la lutte contre les discriminations à l'embauche, à mon avis, elle relève, en effet, comme ça a été dit, à la fois de mesures, de sanctions, mais aussi de mesures de prévention, et puis de court terme et de moyen terme. Donc, à court terme, il faut encourager les pratiques de testing, mais que ce soit pour l'embauche ou pour le logement. Donc, il faut vraiment mettre en lumière les entreprises comme les agences immobilières qui feraient de la discrimination au logement, les entreprises qui font de la discrimination à l'embauche et les sanctionner comme cela doit être fait puisque c'est un délit. Je suis aussi favorable au CV anonyme pour empêcher ces situations de discrimination à l'embauche. Donc ça, c'est du court terme. Mais à moyen et long terme, je pense que pour que les habitants de certains quartiers ou venant de certains établissements scolaires ne soient plus discriminés, il faut justement aboutir à ce que nos établissements scolaires, et la carte scolaire doit y contribuer, et tous les quartiers aient la même est une image positive, quelle que soit leur situation géographique. Et ça va prendre un certain temps. Donc, évidemment, donner les moyens, enfin, on revient un peu au débat précédent, pour faire en sorte que, quel que soit l'établissement qu'on a fréquenté, on ne soit pas discriminé, étiqueté, et ça contribuera à donner une chance à chacun. Mais je crois qu'il faut faire aussi de la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, un combat dans tous les domaines, pour que, en effet, les entreprises discriminantes se sentent effectivement de plus en plus mal perçues. Et ça suppose d'arrêter les contrôles aux faciès, les contrôles d'identité aux faciès, la lutte contre la discrimination au logement, je le disais. Si c'est un combat national et vraiment engagé de tous les côtés, on réduira peu à peu ces pratiques de discrimination avec les politiques de sanctions qui sont nécessaires. Voilà.
voulez ajouter quelque chose? Ouais, alors sur cette question, donc déjà pour commencer par la question de l'accès à l'emploi, le chômage, je pense que en fait les gouvernements qui se sont succédés ne cherchent pas à inverser la tendance, malheureusement, parce que le chômage en fait c'est quelque chose qui arrange bien les grandes entreprises. C'est-à-dire c'est facile de dire à un travailleur il te va pas ton boulot, comment ça, t'es pas content, tu revendiques, ton salaire il est pas suffisant. Non mais il y en a plein d'autres là qui n'en ont pas qui veulent le prendre. Si t'es pas content, tu t'en vas. Ça, en fait, c'est un moyen que les grandes entreprises, elles ont un moyen de pression sur les travailleurs. Et du coup, je pense que les gouvernements successifs, ils encouragent plutôt ce fonctionnement-là, quoi. Et du coup, dans tout ça, les discriminations, oui, c'est clair, elles existent. Et ceux qui pâtissent le plus du chômage, clairement, c'est des personnes immigrées, c'est des femmes, etc. Mais en fait, ces discriminations, elles sont avant tout proférées par l'État, par nos gouvernements. Je veux dire, les idées racistes, déjà, c'est des choses qui sont véhiculées par les gouvernements successifs. L'accueil qu'on a réservé aux réfugiés en témoigne, avec les démantèlements de camps, la politique de valse contre les Roms pendant le gouvernement Hollande, qui était absolument dégueulasse. Il y a un racisme qui existe, qui est pratiqué au niveau de l'État. Et ce racisme-là, c'est ça qui empoisonne la société. Parce que les travailleurs, eux, ils savent qu'ils ont tous les mêmes intérêts. C'est-à-dire que, quelle que soit notre origine, quel que soit notre sexe, on est tous dans la même galère au final. Et tout ce qu'ils essayent, les grands patrons et les gouvernements successifs, c'est de diviser les travailleurs, de dire, oui, mais en fait, tu vois, si t'as pas de travail, c'est la faute à ton voisin ou à ta voisine. Alors qu'en fait, on sait bien que nous tous, travailleurs, nous avons les mêmes intérêts. Donc pour nous, la solution pour lutter contre les discriminations, c'est quoi? Pour lutter contre les discriminations à l'embauche, c'est tout simplement le partage du travail entre tous. Et ça, c'est une mesure que seuls les travailleurs peuvent imposer. C'est-à-dire, on est pour le partage du temps de travail. Et à ce moment-là, déjà, ça permettra à tout le monde de travailler beaucoup moins et de se consacrer beaucoup d'autres choses qui peuvent constituer la vie des humains. Et en plus, ça permettra à tout le monde d'avoir du travail. Et on se posera plus la question des discriminations parce que chacun verra son intérêt justement dans le fait de répartir collectivement le travail. Madame Lenné, vous souhaitez vous exprimer? Oui, je rejoins ce que tu viens de dire. Évidemment que le problème, c'est que le chômage, c'est une véritable calamité et que malheureusement, il va pas baisser avec la politique qui va continuer à être menée. Mais effectivement, depuis toujours, les patrons mettent les travailleurs en concurrence et se servent du chômage pour baisser les salaires et augmenter la productivité et mettre. Effectivement, il faut absolument que les travailleurs aient conscience que leur intérêt c'est d'être ensemble et le problème, il devrait pas y avoir de chômage. C'est simplement, parce que les discriminations, il y en aura toujours. Et effectivement, la force des travailleurs, c'est quand ils sont capables de se rassembler, d'être solidaires. Et c'est pas les lois. Vous pouvez palabrer pendant des heures là sur des lois, sur des mesures. Elles sont pas appliquées les lois quand elles défendent les travailleurs. C'est écrit dans la Constitution le droit au travail. Alors arrêtez de nous faire croire qu'on va faire avec votre Parlement, avec vos élus, que vous allez empêcher la discrimination à l'embauche. Il y a qu'une solution effectivement pour que on mette un terme aux discriminations, c'est que on partage le travail en prenant l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les coffres-forts des banquiers, des industriels qui ont fait que s'enrichir grâce à ce chômage de masse justement. Vous pouvez, c'est pas avec une loi qu'on empêchera la discrimination. Il faut absolument que tout le monde ait un emploi et ce sera le résultat de lutte collective. C'est pour ça qu'il faut pas se laisser diviser, il faut pas les patrons ils font tout pour que on soit en concurrence les uns avec les autres, qu'ils utilisent tous les moyens possibles pour nous diviser. Et nous, le seul remède, c'est de prendre conscience qu'on a les mêmes intérêts et qu'on doit se battre tous ensemble. Monsieur Suarez, Laurent Legendre, Monsieur Poncet. Très beau discours. Qui est très bien, sauf que il y a un pays, il faut faire la révolution, madame, c'est clair, vous l'avez dit. Ça a été fait en Chine, malheureusement, on s'aperçoit que la Chine, c'est le premier pays capitaliste et c'est celui qui exploite le mieux les travailleurs, d'ailleurs, ce qui est quand même un drôle de paradoxe du XXIe siècle.
Pour moi, il y a une discrimination. Ça a été dit, c'est le chômage. Vous avez 25 ans, vous sortez de l'école, vous n'avez pas d'expérience. Vous êtes dans la catégorie des seniors, vous êtes plus rentable, on voudrait vous mettre à la casse. Le problème, effectivement, il est là. Quelle perspective d'avenir donnez-vous aux citoyens s'il n'y a pas de travail? Et aujourd'hui, il n'y a pas de travail et on va assister à une paupérisation de la population, notamment des classes moyennes et populaires. Effectivement, c'est là la discrimination. Sur le reste, moi je suis dans le public, je veux dire, il y a effectivement des aménagements qui ont été faits, ce qui fait qu'effectivement, on a des personnes qui sont accueillies, qui ont un emploi, qui ont un certain handicap. Il suffit d'aménager certains postes. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être plus compliqué dans le privé. Il faut effectivement, parce que ça nécessite un investissement, un aménagement. Mais c'est loin d'être impossible. Là encore, on ne peut pas laisser des personnes sur le bord de la route parce qu'elles ont un handicap. Mais là, le problème qui va se poser à ce gouvernement, c'est effectivement de réduire le taux de chômage. On a beau dire tout ce qu'on veut sur les discriminations, si vous n'avez pas de travail, et bien que vous n'avez rien dans l'assiette, et bien écoutez, les beaux discours, les belles promesses, ça va effectivement pas durer très longtemps. Moi, je pense qu'on est bientôt au bord du gouffre là. 7 millions de chômeurs, j'ai entendu hier, 300 chômeurs de plus par jour sous les 2 derniers quinquennats. Donc ça vous donne un peu de l'idée de la catastrophe. Oui, donc voilà, nous sommes réduits en fait à être employables. C'est ça notre objectif en fait. On doit être productif, c'est ça, très productif en plus, parce que derrière il va falloir qu'on consomme beaucoup. C'est donc ça le modèle de société qu'on nous promet. Et il faut donc essayer de sortir de cette logique-là. Et par contre, de manière très concrète, comment agir sur ces discriminations? Je pense qu'il faut punir et mettre des amendes pour les entreprises qui soient supérieures et qui soient pénalisantes pour elles. Je vais parler de l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, mais rendons transparent cette réalité-là et punissons toutes les entreprises qui ne réalisent pas une égalité stricte pour les mêmes compétences et la même expérience. De la même chose pour les seniors. La même chose pour l'embauche des jeunes ou du handicap. Voilà, je partage évidemment ce qu'on a dit sur le chômage et j'attends juste la remarque de tout à l'heure pour expliquer les solutions et comment faire pour sortir de cette zone de chômage et de ces 7 millions de chômeurs. Nous, on a les solutions. Monsieur Morel? Sur ce sujet-là, j'ai rien à ajouter. D'accord. Monsieur Soares? Non, je vous remercie. Non, mais puisqu'on est quand même sur la question de la lutte contre les discriminations, moi je resterai je partirai sur un élément, c'est-à-dire que moi j'entends tout ce qui se dit là. Moi je trouve qu'on prend par le mauvais bout la question, c'est-à-dire qu'on le prend en prenant d'extérieur l'entreprise, comme si l'entreprise était en dehors de la société, qu'il fallait punir, etc. Moi je pense que la citoyenneté, elle s'arrête pas aux portes de l'entreprise, et que du coup cette lutte contre les discriminations, elle doit se faire dans et en dehors de l'entreprise, par un plan d'éducation à l'antiracisme qui irrigue l'éducation, on en a déjà parlé de l'éducation un peu avant, par un plan de lutte contre les discriminations, de toutes les sortes de discriminations, qui passe par un renforcement des moyens du défenseur des droits, y compris de manière très locale, pour aussi pouvoir avoir une vue fine sur là où il y a des discriminations et comment les combattre. Et enfin, vous savez qu'à la fin, chaque entreprise doit fournir un bilan social de son entreprise qui fait un peu le bilan, voilà, des catégories, des salariés, des salaires, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est d'intégrer à ce bilan social une annexe, un bilan, je dirais, sur les discriminations dans l'entreprise. Moi, je pense qu'on se rejoint un peu sur, je dirais, l'aile gauche de ce débat, sur le fait que dans l'entreprise, il y a des syndicalistes, des gens qui se battent, etc. aussi. Le fait de leur donner justement un point d'appui avec ces éléments, etc., qui permettent dans l'entreprise de combattre, de sensibiliser et de se battre de l'intérieur et de l'extérieur contre ces discriminations, c'est une première base de travail. Ça peut être un véritable point d'appui pour lutter contre les discriminations. Voilà. Et enfin, je conclurai en rappelant que même cette constitution, même si on la combat, il y a dedans une garantie qui est le droit au travail, qui est garanti par notre constitution. Je pense que c'est là aussi une base sur laquelle on peut travailler. Voilà. Il reste 2 minutes. Oui, moi je suis assez surprise, Monsieur Poncet, par votre pudeur de gazelle, si vous me permettez.
sur un sujet pareil, il me semble que vous êtes dans un parti qui prône la préférence nationale. Et sur un sujet comme ça, vous n'en dites rien. Vous dites oui, il y a de la discrimination, mais vous voulez l'ériger en principe. Donc, excusez-moi, mais il faut vous révéler. Parce que, en effet, ce n'est pas le pacte républicain, votre programme. Et je crois que on était à peu près tous d'accord pour dire il faut lutter contre les discriminations, et quand vous vous associez à ces propos-là, vous trahissez vos électeurs. Alors moi je vais vous répondre simplement, je l'ai dit au début, pour moi c'est pas le problème essentiel aujourd'hui de la France. Le problème c'est le chômage. Je suis désolé, voilà. Après là effectivement, alors pour se on aurait le plein emploi, on aurait pour se détourner justement de cette question fondamentale, chaque gouvernement préfère partir sur des histoires de discrimination à l'embauche, tout ça. Mais bientôt, il y aura plus d'embauche si on continue comme ça. Donc, effectivement, de la discrimination, vous n'en aurez plus, parce qu'on va se retrouver avec un petit volant de personnes qui auront des emplois, et les autres qui vivront de social. Voilà, il est là le problème. Après, sur la préférence nationale, moi je vous dis, je suis pour la préférence nationale. Parce que je pense qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est tout, et je l'assume. Et je veux vous dire, donner un travail demain à tous nos compatriotes, je pense que déjà, c'est un défi important. Le second sujet, c'est le chômage pur et dur, comme vous l'attendez tous. Alors, on avance beaucoup comme solution pour créer le chômage, un peu ironiquement le mot création d'emplois ou encore Pôle emploi qui sont beaucoup rabâchés, et ce ne sont pas des solutions fausses ou à négliger, mais nous posons la question justement, est-ce qu'on ne s'y prendrait peut-être pas de la bonne manière? Est-ce qu'on aurait peut-être plus un travail interne à faire, puisque suite à notre enquête sur le terrain à la sortie du Pôle emploi de Villeurbanne, nous sommes rendus compte que beaucoup qui étaient chômeurs récents ou employés récents également étaient mécontents de Pôle emploi, soit pour leurs travail qui était sous-qualifié, par exemple des bac plus 5 qui travaillaient en cuisine dans un cas, ou sinon des conseillers qui ne leur répondaient pas toujours, et ça peut se comprendre vu du manque de conseillers qu'on peut avoir au Pôle emploi. Donc on se demandait, faut-il privilégier les entreprises aux dépens des travailleurs, faut-il soutenir plus les start-up et l'artisanat, est-ce que justement c'est cette courbe de croissance économique est-elle plus importante que celle du travail? On va laisser monsieur Legendre qui a moins parlé répondre. Merci. Alors le programme de l'avenir en commun qui est porté par la France Insoumise, c'est un projet éco-socialiste qui vise à transformer l'intégralité de nos modes de production pour qu'ils soient écologiquement responsables et socialement utiles. Je vais revenir juste avant pour les causes de ce chômage. Aujourd'hui, nous avons créé des traités européens libéraux dans lesquels nous avons une zone monétaire d'une monnaie unique avec aucune harmonisation fiscale et aucune harmonisation salariale. C'est une des causes majeures des raisons des délocalisations en France et du fait qu'on a perdu 33 000 emplois industriels en France en 2016. Ça, c'est un des premiers points. C'est pour ça que nous proposons de transformer ces traités, de sortir de ces traités libéraux. C'est une urgence de revoir ça, parce que si on ne fait pas ça, on ne fera rien. Il y a aussi un autre point sur lequel il faut revenir, qu'on essaye de nous mettre dans la tête depuis longtemps. C'est comme quoi il faudrait avoir une accumulation de richesses pour pouvoir créer des emplois, et qu'il y aurait un ruissellement comme ça, des riches vers le bas, et que c'est parce qu'il y aurait des grands riches avec des millionnaires qui fait qu'on aurait beaucoup d'emplois en dessous. Ça n'est pas vrai, c'est exactement l'inverse qui se propose. Le fameux trickle down, là, le ruissellement monétaire vers le bas, ça n'existe pas. Donc il faut aussi revoir ça et lutter contre la finance. Donc nous, les solutions que nous avons par rapport à ça, c'est transformer notre agriculture en une agriculture écologique et paysanne. Plus de 300 à 400 000 emplois nécessaires pour transformer ça. Faire la transition énergétique. 700 000 emplois pour rénover tous les bâtiments, transformer la façon de créer l'énergie. D'aller sur l'économie de la mer, de construire des éoliennes en mer, des usines marémotrices, et changer notre mode de production, de sortir des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Tout ça peut se faire, parce que en France, nous avons encore un niveau de qualification important, et des infrastructures qui sont encore à niveau pour pouvoir faire ça. Mais par contre, il y a urgence à le faire maintenant, parce que dans 10, 15 ans, les coûts d'énergie sont tellement chers que nous ne pourrons plus faire ces investissements. Une autre
façon, et c'est la dernière que je citerai pour résoudre le chômage, on l'a dit tout à l'heure, c'est la réduction du temps de travail et le partage du temps de travail. Revenir tous déjà à 35 heures effectives et travailler pendant 40 ans avec une retraite à taux plein à 60 ans me paraît un bon objectif, une première étape, même si bien sûr demain, si on peut aller à 32 heures et encore plus réduire le temps de travail encore plus, il faudra y aller. J'en reste là. Non, nous, je pense que la première des mesures, c'est d'abord de sécuriser l'emploi. Aujourd'hui, vous avez une diversité de formes d'emploi, CDD, intérim, avec maintenant l'ubérisation qui arrive. On est quand même sur, il faut quand même qu'on prenne conscience que sans sécuriser l'emploi, on peut pas se déployer, on peut pas s'épanouir dans son travail. Et moi, je crois encore que le travail peut être vecteur d'émancipation et qu'aujourd'hui, il est vecteur avant tout d'aliénation. Bon, après, c'est un terme un peu particulier, mais bon. Donc, la première des choses, c'est sécuriser l'emploi. Nous, ce qu'on propose, c'est une sécurité d'emploi ou de formation. C'est une sorte de prolongement de la sécurité sociale, mais qui reste sur le volet professionnel. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on est quand on a la retraite finalement, on a travaillé, on a cotisé, et finalement on continue à percevoir une rémunération en étant retraité. Nous on propose la même chose, c'est-à-dire mais tout au long de la vie, une garantie d'emploi avec une possibilité d'aller en formation et de faire des allers-retours entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire que tout l'argent aujourd'hui qui est mis sur le service public de l'emploi, Pôle emploi, hein, c'est-à-dire quoi, on le mettrait dans une caisse type sécurité sociale qui servent justement à ça, à permettre à chaque salarié de suivre une formation qu'il choisisse lui-même pour déployer ses compétences, pour déployer pour être plus épanoui dans son travail et pour aussi pouvoir accompagner collectivement tous ensemble, en tant que salariés, les évolutions, les chocs technologiques, les évolutions de l'emploi, les évolutions du travail. Tout ça, ça passe aussi par le fait de rendre utile l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ces banques, justement, cette finance dont parlait Laurent à l'instant, qui est un peu folle, qui ne sert absolument à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre l'argent utile, notamment avec un système de pôle public bancaire. C'est-à-dire qu'on nationaliserait une partie des banques. Cet argent deviendrait du coup cet argent qui est le nôtre. On a 4000 milliards à peu près d'épargne qui nous appartient dans les banques et qui est aujourd'hui utilisé pour spéculer sur les marchés financiers qui créent le chômage. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que cet argent-là, on puisse reprendre la main dessus, qu'il soit administré, je dirais, démocratiquement, à la fois par des élus, par des salariés, etc., et qui nous permettent justement de financer aussi l'économie avec des critères de création d'emplois, de transition écologique, etc., et qui permettent aussi et donc cette sécurité d'emploi de formation deviendrait la norme. Voilà. On a proposé une loi en ce sens au courant de la loi El Khomri, comme une alternative à la loi El Khomri. Donc nous on nous dit la loi El Khomri c'est la loi, maintenant on pourrait dire la loi Macron 2. Nous on propose cette alternative qui est la sécurité d'emploi de formation. Voilà, donc je voulais brosser de manière très rapide. Et puis bien sûr, moi je souscris, je pense qu'on est quelques-uns à être d'accord là-dessus, sur la question des 32 heures hebdomadaires et de la retraite à 60 ans comme étant cette réduction du temps de travail qui permet à la fois de partager l'emploi mais aussi de vivre mieux à côté, quoi. Sur la question de l'emploi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on veut le plein emploi. C'est une évidence. Maintenant, la question, c'est comment y arriver. Et c'est vrai que c'est une question fondamentale parce que je considère, comme beaucoup ici, et comme tout le monde, je pense, que l'emploi est un moyen de s'émanciper. Alors, on a pas mal de moyens pour essayer de le réduire. Moi, j'ai entendu des choses avec lesquelles j'étais d'accord, notamment sur la question européenne. Moi, je suis pro-européenne. Par contre, je suis pour une Europe qui protège et une Europe qui fasse en sorte qu'on n'ait pas des emplois, des salariés qui puissent venir en France ou des entreprises qui puissent partir. Alors, je crois à la formation et je crois surtout qu'aujourd'hui, on a des filières qui malheureusement débouchent sur des emplois bouchés. Je vais vous donner un exemple. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont ultra diplômés, qui ont tous des Master 2 et qui aujourd'hui, malheureusement, ne trouvent pas d'emploi. C'est un vrai drame, surtout pour des personnes qui ont travaillé, ont pris le temps de faire des études. C'est dramatique. On a en France
un chômage des jeunes de moins de 25 ans qui est à 23%. C'est énorme. Moi, je pense qu'il va falloir d'abord favoriser la formation, essayer de faire un bilan des filières qui débouchent malheureusement vers des voies de garage. Je pense également que les entreprises aujourd'hui sont beaucoup trop taxées et que malheureusement pour employer une personne, vous avez des charges qui sont exorbitantes. Donc nous, on est pour l'exonération de charges lorsqu'on emploie, par exemple, on emploie des jeunes en alternance, qui pourrait favoriser l'emploi, en tout cas, de jeunes en alternance. On a aussi des démarches administratives qui sont extrêmement lourdes. On a des procédures de licenciement qui sont complexes. J'ai entendu tout à l'heure dire oui, les salariés, on les prend, on les jette comme on veut. C'est pas connaître la réalité du terrain. Quand vous connaissez la réalité d'une société, un licenciement, ça coûte cher. C'est pas vrai. Ça coûte pas rien et on se débarrasse pas des salariés comme ça. Bien au contraire, ça a un coût et pour avoir rencontré de nombreuses sociétés, de nombreuses entreprises, au contraire, ils préfèrent former un salarié parce que pour eux, c'est bien plus important d'avoir quelqu'un qui est formé et de le garder plutôt que de le licencier, ce qui a un coût, et ensuite de devoir reformer quelqu'un. Donc voilà, il y a une réalité du terrain. Je pense qu'il faut éviter de s'en éloigner. Après, c'est vrai qu'il y a des solutions. On espère tous, bien évidemment, que le chômage va reculer. C'est vrai que sous ce quinquennat, on a eu une explosion du chômage. On a eu beaucoup de promesses, et je pense que on espère tous, en tout cas, aller vers un recul de ce chômage qui est dramatique. Nous allons laisser la parole à Monsieur Morel. Oui, donc je pense que sur ce point, c'est le point le plus clivant dans les solutions que chacun a apportées. Donc je vais essayer de faire un peu de pédagogie. C'est vraiment un modèle de société dont on a à parler. Et tout à l'heure, vous disiez que dans notre système où on a du chômage, effectivement, le patron peut choisir l'employé qui l'intéresse. Mais c'est vrai, le monde est injuste. Mais nous, usagers, on choisit aussi le produit qui nous intéresse. Et on prend bien souvent le moins cher, celui qui est fabriqué en Chine. Et résultat, le patron qui délocalise pas, sa boîte, elle coule. Ça s'appelle la mondialisation. La mondialisation, elle a réduit les inégalités. Alors là, on peut discuter pendant très longtemps en moyenne, et notamment la grande pauvreté. Le problème, c'est que donc, un patron d'une grande boîte, ceux qui sont effectivement liés à l'aspect de mondialisation, il doit tenir compte de cette contrainte. Donc il existe une seule solution, selon moi, mais je suis loin d'être le seul à dire ça, c'est de réduire le coût du travail pour être compétitif par rapport aux autres pays, au minimum les pays équivalents comme l'Allemagne. Alors, est-ce que ça peut marcher ? Alors non, j'ai oublié, il y a ça, et en plus, il faut libérer le travail, le marché du travail. C'est-à-dire, il faut autoriser à licencier plus facilement, parce que dans ces conditions, on peut embaucher plus facilement. Je connais un peu le monde de l'entreprise, et le nombre d'entrepreneurs qui n'embauchent pas parce que là, ils ont besoin de quelqu'un, mais ils savent pas si dans 6 mois ou dans 1 an, ils vont pas être obligés de licencier. Et ça coûte tellement cher de licencier quelqu'un, ils préfèrent ne pas embaucher. Et est-ce que ça marche ? Eh bien oui, parce que l'Allemagne l'a fait, le Royaume-Uni l'a fait, beaucoup de pays nordiques l'ont fait. Moi, je cite le cas de Gerhard Schröder. Il a fait ça quand il était au pouvoir. L'Allemagne était en situation dramatique. Lui, ancien ouvrier du bâtiment, il s'est senti directement concerné par la pauvreté, c'était plutôt en Allemagne de l'Est à l'époque, et le chômage, et il a fait des réformes de structure, c'est-à-dire il a fait ça. Il a libéralisé le marché du travail, il a fait baisser le coût du travail, notamment en augmentant un peu la TVA. Alors ça, c'est un autre point qui marche, c'est-à-dire, et que je pense qu'on n'a pas le choix, il faut reporter le financement du social depuis le travail, c'est-à-dire faire des prélèvements. Alors, on est toujours obligé de faire des prélèvements sociaux, parce que sinon on ne s'en sortirait pas, mais il faut reporter une partie de ce financement sur la consommation, donc la TVA. Pourquoi ?
Parce que si on fait ça, eh bien on lutte contre Uber. Quand les jeunes achètent une course sur Uber, eh bien ils savent pas que le gars il est auto-entrepreneur et qu'il cotise pas, ou très peu, pour la sécurité sociale. En revanche, il paye de la TVA. Tout ce qu'on appelle l'ubérisation, toutes ces sociétés mondialisées sont soumises à la TVA. Donc augmenter la TVA pénalise ces sociétés qui profitent du système, c'est vrai, le système est injuste, mais en tout cas ils profitent du système. Si on augmente la TVA, on va les pénaliser. Et si on augmente la TVA, on va pénaliser aussi les pays à protection sociale faible, comme la Chine. Alors, pour ne pas être trop long, le partage du temps de travail. Alors moi j'ai des collègues, parce que je discute souvent avec pas mal de collègues, qui me tiennent exactement votre discours. Ici, je pense qu'il est totalement persuadé, comme vous, que c'est la bonne solution. Alors il est un peu privilégié, puisqu'il avait un doctorat, il est parti travailler en Suède. Et puis j'ai rediscuté avec lui. Et puis le partage du temps de travail, non, il est à 40 heures. Hein. Et il n'y a pas tellement de partage de temps de travail en Suède. Deuxièmement, c'est la retraite à 65 ans. Alors je lui dis, mais alors par rapport à tout ce que tu m'as raconté, pourquoi t'as changé d'avis ? Je suis payé 50% de plus. Ben voilà. Donc j'en conclus que il y a des solutions qui ont marché, qui sont pas très simples, mais je préfère qu'on fasse ça et qu'on puisse réduire la pauvreté. Bon, alors déjà, je supporte pas d'entendre dire le coût du travail. Ça n'existe pas, le coût du travail. Le travail, ça rapporte. Ce qui coûte cher, c'est les actionnaires, c'est ceux qui s'engraissent en ne faisant rien du tout. C'est que des mensonges. On nous raconte depuis des années que les profits d'aujourd'hui vont être les emplois de demain. Et ben c'est exactement le contraire. Grâce au licenciement, grâce aux suppressions d'emplois qui n'ont pas arrêté. Alors Madame Aziza, je vous rappelle que sous Sarkozy, c'est quand même un quinquennat avec 1 million de chômeurs de plus. Hollande n'a pas fait mieux, mais vous n'avez pas de leçons à leur donner non plus. Donc il faut arrêter justement de licencier, parce que la politique, effectivement, on est dans un système capitaliste. Et depuis la crise a commencé, les suppressions d'emplois, ça a permis l'augmentation des profits. Et plus on supprime d'emplois, plus les profits peuvent augmenter. Et c'est ça, c'est une loi contre laquelle effectivement il faut absolument se battre. Surtout que on voit que les conditions de travail, forcément elles se dégradent puisque c'est la productivité qui augmente, c'est les pauses qui sont supprimées, c'est les RTT qui sont supprimés, c'est les cadences qui vont plus vite, c'est le travail, on réduit le poste de travail pour que on fasse les gestes les plus petits, les plus courts et les plus rapides possibles, et pendant ce temps-là les autres ils crèvent au chômage. Donc c'est insupportable et ça va continuer. Macron il promet de casser complètement le code du travail, il va aller encore plus loin que la loi El Khomri, il va supprimer encore 160 000 emplois dans la fonction publique. Donc c'est une catastrophe qui se prépare. Et les précaires, il faut qu'ils soient embauchés. La fonction publique, il y a besoin d'embaucher. Et l'argent, il existe. Le CAC 40, rien que le CAC 40, ça présente, c'est pas toutes les grosses boîtes, mais en 2015, il faisait 47 milliards de dividendes distribués aux actionnaires, et en 2016 c'est 75 milliards. Donc c'est cet argent-là qui vient effectivement de l'accroissement de l'exploitation des travailleurs, et c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut arrêter, il faut prendre sur ces profits pour maintenir les emplois, pour créer des emplois et améliorer les conditions de travail. Je voulais dire aussi la politique de Hollande, le CICE, c'est plus de 40 milliards qui a été versé en cadeau à ces entreprises qui effectivement après alimentent. C'est comme ça que les actions elles peuvent prospérer. Et ça, avec ces 40 milliards, on aurait pu créer 1,5 million d'emplois dans la fonction publique. Donc et puis effectivement les charges, c'est pas des charges, c'est du salaire différé. C'est ce qui permet qu'on puisse être malade, être payé en arrêt maladie, qu'on puisse avoir une retraite, qu'on puisse avoir des médicaments remboursés, une sécurité sociale.
Et ce que je voulais dire donc aussi, c'est que je suis absolument en désaccord sur la question du protectionnisme. Je pense que effectivement la mondialisation, on l'empêchera pas. C'est le produit du capitalisme et c'est pas le problème. C'est pas les traités européens. Ils sont là pour ils sont décidés en fonction des intérêts, des besoins des industriels, des gros industriels. Et c'est eux qui imposent leur volonté, leur politique, aussi bien à Bruxelles qu'à Paris. Et c'est pas parce qu'on va fermer les frontières. Au contraire, ça va renchérir le coût des matières premières, ça va faire monter les prix, ça va permettre peut-être aux patrons français de mieux se tirer d'affaire, mais c'est pas les salariés qui en profiteront. Madame Chauchat, vous voulez parler sur le sujet ? Oui, il y a des candidats qui se vantent de connaître la réalité du terrain en ayant rencontré beaucoup d'entrepreneurs, comme disait Madame Aziza. Ça montre bien de quel côté vous êtes en fait, parce que la réalité du terrain que je connais moi, c'est pas la même. Moi, je connais la réalité du terrain des travailleurs, et croyez-moi que c'est pas tellement les mêmes soucis qu'on rencontre. La réalité de terrain, j'ai rencontré les deux. Ouais, alors, vous semblez avoir mal compris la réalité du terrain des travailleurs, parce que la réalité du terrain des travailleurs, moi, c'est mes parents d'élèves que je vois là, qui sont obligés de bosser de nuit en intérim, en acceptant des missions vraiment pourries, à qui on réserve les travaux les plus difficiles. C'est la précarité. La vie des travailleurs aujourd'hui, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux d'ailleurs, c'est la précarisation. C'est les licenciements. C'est les licenciements qui n'en finissent pas, et du coup c'est pas faire des cadeaux et encore des cadeaux au patronat qui peut arrêter ça, parce qu'en plus pour le coup vous êtes d'accord avec le gouvernement Hollande, parce que le CICE, les 40 milliards d'euros de cadeaux aux entreprises avec aussi le crédit d'impôt recherche, ça a été plein de cadeaux qui ont été faits au patronat, qui pendant ce temps on a profité pour continuer de licencier, parce que c'était soi-disant donner du fric aux patrons pour qu'ils arrêtent de licencier. Ils se sont engorgés du fric et ils ont pas arrêté de licencier. Il y a encore des travailleurs là à la souterraine en Limousin là qui menacent de faire exploser leur entreprise tellement ils en peuvent plus, que ils ont bossé, trimé toute leur vie pour que finalement on leur dise on la ferme votre entreprise parce que de toute façon on n'a rien à faire de vous. Et c'est ce qu'ils disent les patrons, c'est qu'ils en ont rien à faire de nous, et les gouvernements successifs ne font que leur concéder encore des choses, flexibiliser, faire des crédits d'impôt, tout ça. Et il y en a marre d'entendre ça, parce que les travailleurs, ils sont en souffrance, on en a ras-le-bol, et maintenant, nous, la seule solution pour remédier à tous ces problèmes-là, la seule solution, c'est qu'à un moment donné, ça soit les travailleurs qui se réapproprient la prise de décision. Parce que j'ai entendu d'autres candidats dire des propositions avec lesquelles, dans la forme, dans le fond, moi je suis d'accord, absolument. Il faut en effet partager le temps de travail entre tous. Moi je pense aussi d'ailleurs qu'il faut interdire les licenciements pour commencer. Et ça, ce sont des mesures que seuls les travailleurs peuvent imposer en fait, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas posé la question des moyens pour ça, c'est-à-dire comment on fait pour imposer ça, parce que moi je pense que c'est pas en faisant une loi que les patrons ils vont être d'accord pour dire oui tiens à partir de demain ça y est on arrête de licencier, parce que pourtant c'est une priorité, c'est une nécessité aujourd'hui, et imposer les licenciements, ça c'est les travailleurs en se mobilisant collectivement qui peuvent le faire, c'est pas des lois. Oui, mais je crois que sur la création d'emplois, ce n'est pas le credo de libérer le travail et faciliter les licenciements qui va résoudre à la fois les crises économiques, sociales et environnementales. Ça a moyennement marché, parce que l'exemple de l'Allemagne, c'est aussi beaucoup de précarité, de temps partiel subi et de salaire et de bas salaire. Donc moi, je crois que ce n'est pas là la solution. Alors pour autant, il faut relancer de l'activité en s'interrogeant sur ce qu'on produit. C'est pas produire pour produire. Il faut produire des biens utiles au plan social et qui ne nuisent pas à l'environnement. Il faut sortir de cette économie consumériste qui épuise les ressources de la planète, qui pollue notre air, notre environnement, nos sols, qui nous font manger des produits pleins de pesticides, qui nous donnent des produits pleins de perturbateurs endocriniens et qui nous rendent malades.
alors que nous avons au contraire besoin d'une économie du partage avec des produits qui n'épuisent pas l'environnement et qui sont utiles socialement et intenses en emploi. Alors, la transition énergétique, ça a été évoqué. Effectivement, la transition écologique de l'économie avec des activités intenses en emploi dans le domaine des énergies renouvelables, de la sortie du nucléaire et du démantèlement du nucléaire. Alors, c'est un sujet en soi, mais franchement, on a la technicité, il faut la volonté politique pour sortir du nucléaire et s'orienter vers d'autres énergies qui sont beaucoup plus intenses en emploi que le nucléaire. On est dans l'illusion de l'activité du nucléaire et de l'emploi. L'agriculture intense en emploi, évidemment une agriculture bio et extensive, et fini les élevages hors sol, les 1000 vaches et compagnie, mais des petites fermes dans tout le territoire. C'est aussi une question d'égalité des territoires et d'aménagement du territoire. Que de revaloriser, que de réorienter profondément notre agriculture. C'est des circuits courts sur la question des biens alimentaires et agricoles, mais pas seulement. L'économie circulaire, le réemploi, la réutilisation, le recyclage, là aussi ce sont des gisements d'emploi. Et tout ça, c'est possible en facilitant les initiatives et la création d'activités par les porteurs d'initiatives, par les porteurs de projets, et on peut faciliter les coopératives d'activités et d'emploi. On peut sécuriser avec une protection des nouveaux statuts de ces nouvelles activités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Uber, en effet, pas de protection sociale. Or, il y a plein d'initiatives intéressantes de créateurs d'activités, mais il faut qu'ils puissent sécuriser leurs emplois. Et le dernier point, évidemment, le partage du temps de travail, on en a déjà parlé. Je crois que c'est une voie indispensable. Excusez-moi, les 35 heures ont créé des centaines de milliers d'emplois. Il faut quand même se le dire. Les services à la personne, dans un monde qui vieillit, où on veut s'intéresser à l'individu, l'accompagnement scolaire des enfants porteurs de handicap, etc., c'est des gisements d'emploi aussi. Et il faut les financer. Mais en effet, on a des ressources financières en allant lutter contre les paradis fiscaux et taxant les activités, les hauts salaires, etc. Donc, il y a des gisements possibles de recettes qu'il faut réaffecter à cette création d'emplois utiles au plan social et environnemental. Et le dernier point que je voulais souligner, je l'ai oublié. Donc, excusez-moi, il me reviendra, pardon. Pas bien compris tout ce que vous avez dit. J'ai l'impression que on produirait entre nous. J'ai l'impression une espèce d'autarcie. Hein, ça s'est déjà fait. Il y a un fameux socialiste qui a fait ça en Italie. Et ça n'a pas vraiment bien marché. Moi, franchement, après tout ce que j'ai écouté, je me pose des questions. On est dans un système capitaliste. On est tous d'accord. Je suis pas grand avocat du système capitaliste, parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il est dans une course folle. Mais c'est une réalité. Donc, la France qui ferait les petites mesures dans son coin pour elle, à mon avis, malheureusement, c'est terminé. Il faut rappeler quand même pourquoi on en est là. On a profité au 19e siècle de la mondialisation qu'on décrit aujourd'hui. Mais à l'époque, jusque même au 20e siècle, c'est nous qui vendions des produits à l'extérieur. Comme ça a été dit, avec cette mondialisation qui est apparue dans les années 90, les puissances occidentales ont commencé à décliner. Vous avez des pays émergents qui, par contre, eux, se satisfont de cette mondialisation parce qu'ils ont leur niveau de vie qui s'élève. Ça se fait à notre détriment, faut le dire. On a jeté la France dans cette mondialisation. Je crois qu'en 20 ans, on a perdu la moitié des emplois industriels. Aujourd'hui, on a les entreprises, effectivement, pour des questions de coût du travail, se font la malle, ne reviendront pas, certainement. Ça, vous pouvez beau leur courir après, à mon avis, c'est terminé, malheureusement. Alors, quelle solution on apporte aujourd'hui? Parce que je crois que ça va aller de façon exponentielle. Nous, on a proposé la fermeture des frontières. On a proposé, en fait, en réalité, de protéger les entreprises et les travailleurs contre une concurrence déloyale en Europe et à l'étranger. Moi, je pense que c'est un premier pas. Je ne pense pas que ça soit la solution. Il faut être honnête. Pourquoi? Parce que dans le système dans lequel on est aujourd'hui, on est obligé d'exporter. La richesse, elle vient aussi de là. Donc, si on se contente de ça, la France va replier complètement, c'est vrai, sur elle-même. C'est pas possible. Donc, il y a le problème de la formation. Il y a le problème, certainement, d'un plan quinquennal de réindustrialisation du pays, parce qu'il faut qu'on crée de l'emploi. On peut pas rester dans une situation pareille. Après, je suis d'accord, il y a un problème global aujourd'hui
mais qui nous dépasse, nous, Français. Parce que la France, aujourd'hui, dans le monde, c'est plus grand-chose. Il y a le problème, effectivement, de la finance, qui aujourd'hui, à la fin de leur bilan, ce qu'ils veulent, c'est des profits, point. Et ils ne s'intéressaient plus à un capitalisme comme autrefois, qui pouvait être un peu des paternalistes, qui créait de la richesse, qui partageait. Là, c'est vrai qu'on n'est plus dans cette logique-là. On est dans une logique très dangereuse qui épuise les ressources et qui laisse dans nombre de pays, même de tiers-monde, une fois qu'on a exploité en fait les richesses, les entreprises s'en vont et on laisse les gens se débrouiller. Effectivement, il va falloir avoir à mon avis, une réflexion globale sur le modèle de civilisation et d'économie qu'on veut avoir, parce que là, chacun apporte ses petites solutions. Moi, je pense que souvent, c'est pas très réaliste, mais il va bien falloir trouver effectivement une solution pour qu'on arrive à un espèce de statu quo mondial où effectivement, chacun arrive à sortir de ce jeu, de cette mondialisation. Voilà. Non, moi je pense que là où chacun en fait dit des choses, mais en réalité concrètement personne n'a de solution aujourd'hui parce que le phénomène est devenu tellement complexe que ça échappe aux politiques aussi, il faut le dire. C'est les financiers qui aujourd'hui mènent le bal malheureusement.